Bien, bonjour à tous. La séance est reprise dans ce cadre inhabituel. L'ordre du jour appelle le débat sur le projet Hercule, un débat qui a été demandé par le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Et à la demande de ce dernier, ce débat se tient donc aujourd'hui en salle Lamartine afin que des personnalités extérieures, dont je salue la présence, puissent être interrogées. La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Nous commencerons dans un premier temps par une table ronde en présence des personnalités invitées, une table ronde qui est prévue pour une durée approximative d'1 heure. Puis nous procéderons, après avoir entendu une intervention liminaire du gouvernement, à une nouvelle séquence de questions-réponses, une séquence prévue pour une durée également d'1 heure. Et au cours de cette séquence, la durée des questions et des réponses sera limitée, vous en avez désormais l'habitude, mes chers collègues, à 2 minutes sans droit de réplique. Voilà pour la première phase de ce débat. Je souhaite la bienvenue à monsieur Christophe Carval, qui est directeur exécutif du groupe EDF en charge de la direction des ressources humaines. Je salue également la présence de monsieur François Dos Santos, représentant de la FNME-CGT, et la présence de Christophe Rameau, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Paris 1, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Je vais donc maintenant donner la parole à chacun de nos invités pour une intervention d'environ 5 minutes. Monsieur Christophe Carval, peut-être vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Messieurs, je vais vous présenter, comme vous m'y invitez, de manière synthétique, la manière dont EDF aborde le sujet qui nous intéresse ce matin. Comme le président de l'entreprise, Jean-Bernard Lévy, a eu l'occasion de le dire devant l'Assemblée nationale en mai et en décembre dernier devant la Commission des affaires économiques, le sujet de l'organisation d'EDF n'est pas dissociable du cadre général de la politique énergétique telle qu'elle est définie par l'État, c'est-à-dire par la loi énergie-climat votée tout récemment par le Parlement. Ce cadre fixe un certain nombre de priorités, au rang desquelles la neutralité carbone à 2050. Pour atteindre cette neutralité carbone, les prévisions publiques, et notamment la SNBC et la PPE, prévoient toutes qu'il faudra une économie plus sobre en énergie d'une part, et d'autre part, pour ce qui est des consommations d'énergie, que celles-ci soient moins carbonées qu'aujourd'hui, donc avec moins de fossiles, charbon, pétrole et gaz, et plus d'électricité, qui est déjà en France décarbonée à 95%. Cette production d'électricité, stable dans un premier temps, puis croissante dans un second, devra être assurée avec un mix équilibré entre nucléaire et renouvelable. EDF s'inscrit naturellement dans ce cadre légal et les experts de l'entreprise en partagent largement les fondamentaux depuis plusieurs années. Il faudra donc que l'entreprise EDF maintienne un très haut niveau d'investissement dans le nucléaire pour assurer l'exploitation d'une partie du parc existant au-delà des 40 ans, tout en fermant 14 réacteurs d'ici 2035, dans l'objectif d'arriver à 50% de production nucléaire à cet horizon, comme prévu par la PPE, le reste étant produit par du renouvelable. Il faudra également développer encore nos investissements dans ce renouvelable, secteur qui est déjà en forte croissance dans le groupe EDF, avec le plan solaire, l'éolien, les grandes fermes en mer, et aussi, bien entendu, continuer à développer l'hydraulique, qui a le grand mérite d'être non seulement non carboné, mais en plus d'être pilotable, comme à Lacoche, où nous venons d'investir 150 millions d'euros pour augmenter de 20% la puissance de l'installation existante. Le groupe EDF doit continuer également d'investir dans les services liés aux usages nouveaux de l'électricité qui permettront cette décarbonation de l'économie, et je pense notamment aux réseaux intelligents, et aux infrastructures de recharge pour les véhicules électriques sur lesquels le groupe EDF est déjà très présent à travers ses filiales spécialisées, dont Easivia. Donc vous le voyez, EDF se mobilise pour contribuer à l'atteinte des ambitions de la PPE. Pour réussir ce défi, il y a pour autant plusieurs conditions. La première condition de réussite pour EDF est la juste rémunération des capitaux investis dans l'outil de production nucléaire. Et EDF a besoin d'une réforme structurelle de la régulation du nucléaire qui s'appelle l'AREN. La révision de la régulation nucléaire est un des chantiers que le président de la République a ouvert dans son discours de novembre 2018 sur la politique énergétique.
Cette régulation est aujourd'hui asymétrique et injuste, avec un prix du mégawattheure qui n'a pas été révisé depuis presque 10 ans et un transfert de valeur au profit des concurrents privés d'EDF. C'est un système dans lequel EDF n'est jamais gagnant et porte tous les risques. Il est donc indispensable de la réformer profondément pour la remplacer par un dispositif équilibré qui reconnaisse que le parc nucléaire rend un service d'intérêt économique général et qui apporte une juste rémunération au parc existant, dans lequel un prix plafond protégerait les consommateurs de hausses de prix de marché trop importantes afin de leur permettre de profiter dans la durée de la compétitivité du parc nucléaire existant, et un prix plancher qui protégera le producteur industriel des périodes de prix trop bas et qui, couplé comme nous l'avons vécu il y a quelques années, ont conduit EDF à devoir céder en quelques années 10 milliards d'euros d'actifs et à l'État à injecter près de 8 milliards d'euros de capital supplémentaire dans EDF, ce qui, ni dans un cas ni dans l'autre, n'est soutenable durablement. Le gouvernement mène la discussion sur ce sujet avec la Commission européenne et c'est aujourd'hui notre première priorité. Le président de la République et le gouvernement ont également demandé à EDF de réfléchir à une organisation des actifs du groupe permettant de garantir la pleine contribution d'EDF à la transition énergétique. Quel est l'objectif au fond de cette réflexion que nous menons à la demande du gouvernement ? Il s'agit de répondre à un constat simple: faire évoluer le modèle énergétique français pour affronter l'urgence climatique impose des investissements très importants. EDF demande d'avoir les moyens financiers de jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique vers la neutralité carbone. À travers cette réflexion sur l'organisation que nous instruisons, nous souhaitons accentuer le niveau d'investissement du groupe, déjà très élevé et de l'ordre de 15 milliards d'euros par an. Nous souhaitons l'accentuer, notamment dans le domaine du secteur des énergies renouvelables, dont l'hydraulique, des réseaux et dans l'efficacité énergétique. Ce que nous visons, c'est de dégager, après cette réforme, chaque année, de l'ordre de 2 milliards d'euros d'investissements supplémentaires qu'aujourd'hui, pour bénéficier, grosso modo, de 10 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans. Lorsque nous connaîtrons la nouvelle régulation de la production nucléaire, nous serons en mesure de formuler des propositions précises sur la meilleure organisation de nos actifs pour pouvoir investir davantage. C'est donc un projet de croissance, de développement pour être plus précis, et de développement à l'urgence climatique. Notre objectif dans les réflexions que nous menons, c'est d'évaluer quelle serait l'organisation qui permettrait à chacun de nos grands métiers de bénéficier du maximum de ressources de financement dans les meilleures conditions et donc d'avoir les meilleurs moyens de se développer. Pour conjuguer cette ambition de croissance avec une vision d'acteur industriel responsable, les réflexions que nous avons menées et que nous avons partagées tout au long de l'année 2019 avec les organisations syndicales distingueraient au sein d'un groupe intégré, d'une part, des activités centrées sur la transition énergétique au service des clients, alors qu'on a appelé par convention vert, mais bon, on aurait pu l'appeler ça de n'importe comment, hein. Et d'autre part, les activités autour de la production centralisée, qu'on a appelé les entités bleues. Si réorganisation il y a, elle ne conduirait en aucun cas à scinder le groupe, et on considère même qu'elle devrait respecter deux fondamentaux, l'un sur le caractère intégré du groupe et l'autre sur le maintien du statut de ses salariés. De la même manière, il nous paraît indispensable que les salariés puissent continuer à passer d'une entité à l'autre du groupe, qu'elle soit filialisée ou non, comme c'est déjà le cas aujourd'hui entre EDF SA et Enedis, par exemple. De même, le caractère intégré du groupe devrait s'incarner par plusieurs plans. Au plan de l'ambition stratégique, la partie bleue et la partie verte de la société poursuivraient la même mission d'offrir à leurs clients les moyens de décarboner leur mode de vie, en créant de ce fait une adhésion de tous les salariés du groupe à une raison d'être commune. Les principes de management seraient maintenus homogènes et la notion de groupe intégré, elle passe par la définition et la mise en œuvre d'un pacte social commun à tous les salariés de l'entreprise. Mais tout ceci n'aurait de sens que dans le cadre d'une régulation préalablement réformée. Le nucléaire d'EDF, performant, pilotable et bas carbone, doit être rémunéré à sa juste valeur,
Sans réforme préalable de l'AREN, il n'y a pas d'évolution de l'organisation d'EDF qui soit justifiée. Ça ne suffirait pas à atteindre le niveau d'investissement indispensable à la transition énergétique. Or, le président d'EDF ne peut pas remettre de proposition d'organisation au gouvernement tant que la situation de la régulation nucléaire n'est pas clarifiée. Les aspects juridiques ne peuvent pas être précisés aujourd'hui car l'État doit mener des discussions approfondies avec la nouvelle Commission européenne. Monsieur le directeur, je vais vous termine inviter juste, à conclure. Merci. J'ai conscience que je suis en train de déborder, donc je conclus. Donc le processus ne peut pas être terminé, hein, puisque la concertation avec la Commission européenne n'est pas terminée. Et donc il y a quelques mois de décalage avant la finalisation de ce projet Hercule. Ces quelques mois de décalage, nous avons décidé de les mettre à profit pour approfondir la concertation avec les partenaires sociaux. Très clairement, les salariés du groupe ont manifesté à l'automne des inquiétudes fortes sur ce projet Hercule et nous considérons que ce projet doit continuer à être débattu et partagé avec nos salariés et nos représentants du personnel. Merci infiniment, Monsieur Christophe Carval, pour votre présentation. Je vais inviter Monsieur François Dos Santos, représentant de la FNME-CGT, à nous faire son exposé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Au nom de la FNME-CGT, je vais essayer de revenir sur les quelques sujets qui sont posés par Hercule. C'est l'opportunité de se demander, au fond, s'il est la bonne solution aux problèmes structurels du secteur de l'électricité. Nous remercions le groupe GDR de nous donner cette opportunité, car il ne s'agit pas, selon nous, d'un sujet de négociation d'entreprise, mais d'un projet qui engage le pays et les représentants que vous êtes. Tout d'abord, la situation actuelle. EDF délivre une électricité bas carbone en France à un des prix les moins chers d'Europe, assurant sécurité d'approvisionnement, permettant de lutter contre la précarité et d'assurer la compétitivité des entreprises. Ces points sont d'ailleurs des objectifs inscrits dans le Code de l'énergie. L'électricité a une caractéristique particulière, elle ne se stocke pas. Cela demande un équipement pensé sur le long terme, sans fermeture brutale au gré des péripéties de la guerre économique pudiquement appelée concurrence. C'est pourquoi la FNME-CGT considère qu'il faut être précautionneux quand l'on décide de modifier l'organisation de ce secteur. On pourrait résumer Hercule à deux sujets qui ont été évoqués à l'instant, celui de la régulation des prix sur le marché de gros et celui de la scission. Nous comprenons qu'il s'agit d'un pacte entre le président de la République et EDF. EDF est attaché à ce que ses actifs soient correctement rémunérés, c'est le dossier régulation, et Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, plaidait déjà en 2016 pour réorganiser les actifs, c'est la scission. La régulation d'abord. Depuis 2003, l'électricité se négocie dans une bourse qui a une volatilité importante. Le prix de l'énergie, mesuré en mégawattheure, a connu de fortes fluctuations, allant du simple au double. Schématiquement, 70 € du mégawattheure au début de la décennie. On a atteint un creux de l'ordre de 35-40 € du mégawattheure en 2016. Et aujourd'hui, on est plus proche de 50 € du mégawattheure. Donc ces fluctuations du simple au double, alors qu'il s'agit du même produit et qui a des coûts de production relativement stables par ailleurs. Un acteur économique rationnel, lorsque ses prix sont significativement et durablement bas, ferme sa centrale. Ce n'est pas le choix d'EDF qui, par son attachement au service public, bien qu'elle ne soit pas en charge de la sécurité d'approvisionnement en France, assume cette responsabilité. Cet effet marché a été aggravé par l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui est une subvention d'EDF vers ses concurrents, avec deux conséquences. D'un côté, EDF est contrainte de céder 25% de sa production électronucléaire à ses propres concurrents à un prix extrêmement favorable, mais aussi, ce prix sert de référence pour la fixation des prix de vente d'EDF à ses propres clients. Il en découle une forme de plafonnement global des revenus d'EDF à 42 € du mégawattheure. Ce dispositif unique au monde a été établi dans l'attente que les concurrents construisent leurs propres centrales. Cela a eu l'effet exactement inverse. L'idée d'EDF consiste à instaurer un prix plancher et par réciproque un prix plafond sur la bourse de l'électricité. Pour être schématique, plus 3 € sur les prix gros représente 1 milliard d'euros d'excédent brut d'exploitation supplémentaire pour l'entreprise, somme qui pourrait, selon les choix de gestion, être affecté soit à l'investissement, soit au désendettement, soit au paiement des dividendes. Il va de soi que si l'État actionnaire compte redemander une distribution de dividendes comme par le passé à hauteur de 2 milliards par an, cette régulation n'aura permis qu'à financer l'État et non l'outil industriel d'EDF.
Dans tous les cas, il reste à savoir si la Commission européenne accepterait un tel mécanisme et le niveau des planchers et plafonds retenus. De plus, le vrai sujet repose sur le financement du nouveau nucléaire qui n'est pas concerné par le projet Hercule, ni par le mécanisme de prix plancher, prix plafond que je viens de décrire. Et l'enjeu est de taille, puisqu'il s'agirait de 3 milliards d'euros par an sur 15 ans pour 6 EPR en France. Vient maintenant le sujet scission. Le projet vise à scinder EDF en 2 entités, bleu et vert. Bleu conserverait la production nucléaire et thermique, le statut de l'hydraulique reste encore ambigu. Vert récupérerait tout le reste des activités. Cette distinction est simple. Bleu, majoritairement public, continuerait à porter les investissements de long terme comme le nucléaire ou l'hydraulique. Et vert récupérerait les entités dont les revenus sont 100% garantis et rapides. Enedis, qui bénéficie du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité négocié tous les 4 ans. Dalkia, qui a pour métier essentiel la gestion de délégations de services publics. EDF Renouvelables, qui gère essentiellement des contrats photovoltaïques ou éoliens subventionnés sur 20 ans. EDF en Outre-mer et en Corse sont en situation de monopole. Cette société serait aisément privatisable, il est question de 35% du capital aujourd'hui, et pourrait bien sûr susciter les appétits puisque la quasi-totalité de ses revenus sont garantis par l'État, à l'instar des aéroports de Paris ou des sociétés d'autoroutes. Un point important, la commercialisation de l'électricité serait dans vert, ce qui signifie que la production de bleu sur investissement public serait en définitive mutualisée au profit de tous les fournisseurs. Dit autrement, EDF n'aurait plus le droit d'être à la fois grossiste et détaillant. Quand la direction commerciale d'EDF voudra de l'électricité, elle ne sera pas davantage prioritaire sur sa propre production vis-à-vis de Total, Leclerc ou Eni. Contrairement à ce qu'annonce EDF, il ne s'agit pas de supprimer l'Arenh, mais de mettre à disposition 100% de la production d'EDF Bleu au profit de tous les fournisseurs qui n'auront pas davantage participé au financement des centrales et encore moins à leur futur démantèlement. Nous entendons parfois dire qu'il existerait une cohérence entre bleu pour les activités amont centralisées, comme on vient de l'entendre, et vert pour les activités aval et services. Nous tenons à vous dire que vert n'est pas une société, mais une holding. Enedis a des obligations d'indépendance inscrites dans la loi. EDF en Outre-mer fait l'objet d'une comptabilité séparée, car elle est dans le domaine régulé. Quant à Dalkia, la position prépondérante d'EDF sur la fourniture ne permettrait pas de procéder à des offres groupées au risque d'être accusé d'abus de position dominante. Vert constitue avant tout une somme de sociétés très lucrative, mais pas en soi un ensemble industriel cohérent dont il pourrait se dégager des synergies significatives. En somme, la FNME-CGT voit dans ce dossier d'un côté une correction très imparfaite des errements du marché et de l'autre un démembrement pur et simple d'EDF à partir de considérations financières, les seuls acteurs ayant vu un intérêt étant les banques d'affaires qui spéculent sur les plus-values potentielles d'une telle opération. Chacun aura observé que l'équipement électrique du pays, les prix de l'énergie ou l'amélioration du service public sont les grands absents de ce projet. Avant de se lancer dans une sorte de Big Bang de l'énergie, la FNME-CGT attend des pouvoirs publics d'effectuer un bilan des 20 ans de déréglementation du secteur énergétique. Les parlementaires que vous êtes peuvent imposer une telle étude. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Dos Santos. Nous allons pouvoir maintenant passer la parole à Monsieur Christophe Rameau, dont je rappelle qu'il est maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Paris 1 et chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Monsieur Rameau, vous avez la parole. Très bien, merci à vous pour cette invitation. Donc d'abord, en premier point, quelques éléments de cadrage un peu globaux. La question du statut de l'évolution d'EDF pose à la fois une question, bien entendu, de politique industrielle, puisqu'il s'agit en la matière, en l'espèce d'investissements souvent sur le très long terme, des politiques sociales, donc la question du prix de l'électricité qui est revenu récemment à l'été dernier sur le tapis, la question de la péréquation, notamment territoriale, la question de la précarité énergétique. Il faut savoir qu'en Allemagne, la précarité électrique est un élément majeur de la précarité sociale. Ce n'est pas le cas en France. Et puis, troisième élément, bien entendu, la question de la politique écologique. Quelques mots à ce sujet. En matière pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y a 3 paramètres sur lesquels on peut jouer, outre la population, enfin sur lesquels on peut jouer justement. La croissance économique, très bien, mais enfin en sachant que c'est parfois peu
peu évoqué dans le débat public, mais qu'on a 3 façons chez les économistes de calculer le PIB, et on arrive exactement au même résultat. Valeur ajoutée, le PIB c'est une somme de valeur ajoutée, c'est la demande, du côté de la demande, et puis du côté des revenus. Et si on baisse, bien entendu, le PIB, y compris en termes... si on ralentit le rythme, bien entendu, ça signifie qu'on baisse, y compris les revenus distribués. À l'heure des débats sur les retraites, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas décemment dire qu'à la fois on veut maintenir le pouvoir d'achat des salariés, les retraites, etc., et puis baisser le PIB. C'est absolument impossible. La décroissance n'est pas jouable en termes de progrès social. Donc je reviens sur les questions énergétiques. L'enjeu, bien entendu, c'est de réduire l'intensité énergétique du PIB, très bien, et puis ensuite de réduire l'intensité carbone de l'énergie. Donc ça signifie quoi concrètement pour les enjeux dont on discute aujourd'hui? Ça suppose d'électrifier, bien entendu, l'énergie et de décarboner cette électrification. Et de ce point de vue-là, EDF a un atout majeur qui est justement la production nucléaire historique. 75% aujourd'hui de la consommation finale d'énergie est carbonée. Les 25% restants, c'est l'électricité. Et donc l'enjeu, bien entendu, c'est de décarboner ces 75% d'énergie qui sont aujourd'hui carbonées. Donc ça suppose notamment un vaste plan d'électrification dans les transports, dans le logement. On a beaucoup favorisé le gaz ces dernières décennies. Ce n'est pas une bonne chose pour le climat. Très bien. Alors, la question qui se pose partant de là, c'est quel mix énergétique on prévoit pour l'avenir. Le mix énergétique, ça ne peut être bien. Alors, il faut favoriser le développement des énergies renouvelables. Mais enfin, les spécialistes du sujet aujourd'hui vous disent que tant qu'on ne sait pas stocker de façon industrielle l'énergie, et pour l'instant on ne sait pas le faire, et donc quand je dis pour l'instant on ne sait pas le faire, ça veut dire qu'à l'horizon de 10, 20, 30 ans, il n'y a pas de solution industrielle pertinente sur ce volet, les énergies renouvelables ne sont viables que s'il y a un complément. Et ce complément, si ce n'est pas le nucléaire, bien entendu, c'est soit le charbon, soit le gaz. Et de ce point de vue-là, on a le contre-exemple allemand maintenant qui est relativement bien documenté. La teneur en GES du kilowattheure allemand est 10 fois supérieure à celle de la France. Alors, dans ce cadre-là, comment analyser la question du projet industriel, notamment autour de Hercule? Comme économiste, je dois vous dire que la moindre des choses, ça serait de faire un bilan. Maintenant, une évaluation sérieuse, puisqu'on a le rétroviseur. Il ne s'agit pas simplement de projection sur le bilan de l'Arenh. L'Arenh avait été introduite essentiellement pour encourager des fournisseurs alternatifs à investir dans la production d'électricité. Le bilan est absolument accablant de ce point de vue-là. Et je pense que la responsabilité, si on porte l'intérêt général de la société, c'est d'établir un bilan, une évaluation relativement sérieuse sur à quoi a servi l'Arenh. Pour parler crûment dans le temps imparti, de toute évidence, l'Arenh a servi d'abord et avant tout à financer des opérateurs alternatifs, c'est-à-dire que pour aller vite, EDF a financé notamment Total et puis une série d'autres fournisseurs. Et je ne pense pas que du point de vue de l'intérêt général et de la transition énergétique, on soit là dans quelque chose qui soit positif. Autre élément d'évaluation. Il faudrait faire une évaluation un peu sérieuse aujourd'hui sur le coût de la démutualisation. A-t-il été pertinent pour le citoyen, pour l'intérêt général, là à nouveau, pour le consommateur, pour le prix de l'électricité, soyons concrets, de démultiplier les opérateurs, en sachant que pour le coup, on démultiplie forcément les coûts. Il faut savoir que l'électricité, on est vraiment dans un secteur d'un point de vue économique, où si on reprend, y compris dans une approche standard de l'économie, qui n'est pas exactement la mienne, je suis plutôt un keynésien, mais enfin, on a vraiment le cumul des 3 critères qui justifient, y compris d'un point de vue néoclassique, le fait qu'on sorte d'une optique de marché. Externalité, notamment la question de la pollution, bien collectif, et puis rendement d'échelle croissant, très clairement. Et donc, quand on cumule ces 3 éléments, on s'aperçoit que ce qui était prévu, de mon point de vue, qui était que ce dispositif ne pouvait conduire qu'à des surcoûts absolument exorbitants, eh bien, en fait, ça s'est réalisé. Alors, maintenant, sur la scission en tant que telle, Hercule, je m'interroge. Le principal argument évoqué à l'appui de cette scission, c'est de favoriser l'investissement. Mais en quoi la scission entre EDF Vert et EDF Blé favoriserait-elle l'investissement ? Je ne comprends pas. Le risque, bien entendu, ça a été évoqué par M. Dos Santos,
Le risque, c'est que, en fait, avec cette scission, on aboutisse à une arène généralisée, c'est-à-dire à une arène 100%. Hein, l'arène aujourd'hui ne concerne que 25% de la production nucléaire historique. Le risque avec cette stratégie, c'est d'aboutir de facto à une arène à 100%, ce qui serait là à nouveau, du point de vue de l'intérêt général, parfaitement calamiteux. Alors, je termine peut-être sur un point. Le regard sur le nucléaire a changé ces dernières années, hein, par rapport à il y a 10-20 ans, parce que la question climatique conduit aujourd'hui le débat sur le nucléaire à changer. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis, par ailleurs, les défis climatiques, aujourd'hui, je pense, devraient conduire le gouvernement français, dans ses discussions, y compris avec l'Union européenne, à sortir d'une stratégie de négociation à la petite semaine, et à dire très clairement, à l'occasion y compris d'un débat national en France, à dire que l'objectif climat, aujourd'hui, exige que la production électrique relève d'un intérêt général majeur. Et que, à ce titre-là, y compris les textes européens le permettent dans une certaine mesure, eh bien, la France décide de sortir la production et la distribution d'électricité d'une logique concurrentielle qui, à l'évidence, va contre une logique d'investissement de court terme. Je pense que c'est en ayant ce cap-là, qu'on peut, relever les défis à la fois d'investissement. Je termine sur un point sur l'investissement. On a tendance, d'un point de vue économique, je vous assure, à complètement surcharger la bête en termes d'investissement. On parle sans arrêt à propos d'EDF d'un mur d'investissement absolument effroyable. Hein, donc, tout comme on agite le spectre du déficit ou de la dette pour justifier les plans d'austérité budgétaire, là, on agite ce fameux mur d'investissement. Il doit être tout à fait relativisé. Tout à fait relativisé. Le grand carénage, finalement, qui était estimé à de l'ordre de 50 milliards chez Noël, c'est tout à fait rentable. Donc, on ne peut pas rapporter, il faut toujours rapporter les dettes sur l'activité économique, bien entendu, de l'entreprise, sur des décennies. Et là, les choses qu'on... Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est que si on se situe dans une logique purement financière de court terme, là, l'endettement pose problème. Mais je pense justement qu'il faut sortir de cette logique financière de court terme pour, y compris, engager les investissements nécessaires à la fois sur le carénage, à la fois sur la relance du programme nucléaire. C'est-à-dire que le prototype de Flamanville est plus coûteux. Bon, oui, so what, quel est le problème? C'est pas un gros problème énorme de mon point de vue. Par contre, effectivement, pour viabiliser la filière des ENR, je pense que le projet de construire 6 ENR supplémentaires est tout à fait nécessaire, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puisque, je le répète, 6 réacteurs EPR nécessaires, c'est absolument nécessaire, puisque, je vous le répète, les énergies renouvelables ne sont viables que s'il y a du complément qui n'existe pas aujourd'hui, si ce n'est sous forme de charbon ou de gaz. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Nous en avons donc terminé avec les exposés de nos invités. Nous allons passer aux questions. La première question sera posée par M. Sébastien Jumel du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, groupe qui est à l'initiative de ce débat. Mes chers collègues, avant de vous passer la parole, M. Jumel, je vous indique que j'invite tous ceux qui aimeraient intervenir dans ce débat à me faire signe et à s'inscrire. Et pour la clarté et la lisibilité de nos échanges, je ne prendrai pas de groupe de questions, puisqu'il y a 3 invités. Et donc, nous suivrons un principe simple. Chaque question aura sa réponse et nous essaierons d'avoir un débat le plus fluide possible. Monsieur Jumel, vous avez la parole. Merci, Président. D'abord, je souhaite remercier les intervenants pour la qualité de leurs propos et pour avoir accepté de répondre à l'invitation du groupe communiste. EDF, c'est une histoire nationale. C'est le fruit d'un compromis, celui du programme national de la résistance, qui offrait au pays la possibilité de maîtriser son destin énergétique et de garantir sa souveraineté. La France, donc, historiquement, a su se doter d'un outil fort, une entreprise commune au service de la fourniture de l'électricité, qui n'est pas une marchandise comme les autres, qui est un bien commun et qui, par la voie de la planification, a permis d'assurer à tous un accès au droit à l'énergie. Vous l'avez rappelé, la France bénéficie aujourd'hui d'une production énergétique l'une des moins coûteuses du monde, quand on la compare, y compris à son voisin allemand, est 4 fois moins importante que la moyenne européenne. La qualité de cette production, le faible coût de l'énergie, son impact environnemental moindre, nous le devons, je veux le dire au nom du groupe communiste, au travail, à l'expertise, à l'intelligence
des milliers d'agents de l'entreprise EDF. Pourtant, chaque jour, un peu plus, que ce soit à travers le rapport FOLS, qui dénonce le sous-investissement chronique au sein de l'entreprise dont les salariés subissent les conséquences, ou avec la révélation du projet Hercule, le mépris à l'égard de cet outil industriel incomparable semble rester le leitmotiv de la stratégie de la direction d'EDF, pardonnez-moi de vous le dire, monsieur le directeur, et du gouvernement. Un projet comme celui-ci, c'est l'une des premières questions. Un projet de cette importance peut-il se négocier dans le dos des Français, dans le huis clos d'un bureau entre l'Élysée et la Commission européenne, en laissant dans le vent la représentation nationale? En posant la question, nous apportons la réponse. De notre point de vue, évidemment, non. C'est la raison pour laquelle, après avoir mis le sujet sur la place publique, je me souviens quand De Rugy était ministre, nous en faisons un objet de débat aujourd'hui. Nous devons éclaircir, ma première question, elle s'adresse à monsieur De Santos, ce que signifie ce projet Hercule de dépeçage de l'entreprise EDF pour les salariés, mais aussi pour l'ensemble de la société. Quels sont les risques que les salariés et les organisations syndicales ont pu identifier d'un tel projet? Alors que, par exemple, la branche commercialisation EDF représente plus de 8500 salariés aujourd'hui, quel avenir pour ces agents dans le groupe découpé? Quelles sont les menaces que soulève le projet Hercule, y compris pour le maillage territorial dans la présence des salariés? Deuxième question, moi c'est un peu mon leitmotiv. La division de l'entreprise, la scission de l'entreprise entre le bleu et le vert fait rentrer le loup de la logique d'actionnaire, notamment dans la production. Est-ce que la logique d'actionnaire est compatible avec l'impérieuse nécessité de veiller, comme à la prunelle de nos yeux, à un haut niveau de maintenance, à un haut niveau de sécurité, à un haut niveau de qualification pour maintenir un mix énergétique? Pensez-vous que le découpage de l'entreprise EDF peut altérer la qualité du service à l'usager? Voilà les premières questions que je souhaitais poser au nom du groupe, en espérant que vous puissiez nous éclairer. Merci beaucoup, monsieur Jumel. Monsieur Dos Santos, vous avez été interpellé, je vous laisse la parole. Oui, merci. Alors, monsieur le député, très rapidement, alors, vous avez fait une remarque sur le fait que ça se négocie sur le dos des Français. Nous, on est tout à fait d'accord avec vous. Et malheureusement, on entend à peu près les mêmes éléments de langage qui nous sont répétés depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'il se passe manifestement beaucoup de choses, mais dans le discours public, on ne sait pas exactement ce qui se déroule au sein de la Commission européenne et ce qui se déroule au sein de l'Élysée. Moi, je pense qu'il serait indispensable que la ministre puisse vous donner des explications concrètes et sur quoi travaillent ces administrations aujourd'hui, parce qu'ils y travaillent. Et malheureusement, on regrette qu'il y ait une absence de transparence. Alors, pour les salariés, vous savez très bien que les contraintes que peuvent poser la financiarisation de certaines activités quand on fait rentrer des actionnaires minoritaires dans une entité. D'ailleurs, entre bleu et vert, la question elle pourra se poser parce que vu que bleu et vert n'auront pas exactement les mêmes actionnaires, les intérêts des actionnaires minoritaires de vert pourraient être contradictoires avec les intérêts de bleu. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent se poser. Et de la même manière, de toute façon, ce qui est certain, c'est que quand on divise plusieurs parts d'un même objet, on peut fragiliser chacune des parties selon les conjonctures économiques. Pour bleu, très clairement, la question de l'avenir du nucléaire va être déterminante sur la survie de l'entreprise bleue. L'essentiel de l'activité de bleu concerne l'activité nucléaire. S'il n'y a pas de nouveau nucléaire en France, on est en train d'expliquer à bleu que c'est une structure de défaisance qui n'aura plus d'activité à l'horizon 2050. Sujet clair. Et pour vert, j'y vois une menace essentiellement pour la direction commerciale. Parce que la direction commerciale, en fait, d'EDF, on sait que dans les prix de l'électricité, il y a beaucoup de taxes. Il y a le prix de l'énergie proprement dite, qui est la production. Et le réseau, c'est le TURP, donc grosso modo 95% du prix du kilowattheure est le même quel que soit le fournisseur d'électricité. Les 5% qu'il reste, ce sont les conseillers clientèle, les démarcheurs, les gens qui vont gérer les factures, les systèmes d'information, etc., etc. Il est certain que c'est une machine à fabriquer du dumping social parce que vu ça se joue que sur 5%, pour arriver à être moins cher que son voisin, il faut vachement contracter les coûts. Donc mettre son centre d'appel à Lisbonne ou au Cameroun ou au Sénégal, ou sinon tout faire par le client en ligne. Enfin voilà, il n'y a pas 150 solutions pour être compétitif. Et le modèle d'EDF, où on a 5000 conseillers clientèle en France et où on se paye le luxe d'avoir des conseillers pour discuter avec l'assistante sociale et les publics précaires, n'a aucun avenir dans un contexte totalement libéralisé. Voilà, donc c'est à peu près ma réponse sur les salariés. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souhait de répondre, d'apporter une réponse complémentaire?
Peut-être M. Carval. Si je voudrais juste apporter un point ou deux, c'est que effectivement, moi je partage tout à fait ce que vient de dire M. Dos Santos sur le fait que l'avenir de la société bleue, qui va être recentrée sur la production et notamment la production nucléaire, nécessite de manière incontestable la possibilité de faire du nouveau nucléaire si on veut pouvoir durablement maintenir l'attractivité de cette société, le maintien de ses compétences, etc. Et on a déjà souffert. Monsieur le député, vous parliez tout à l'heure du rapport Fols. On a déjà souffert d'un déficit de continuité dans la capacité à maintenir des projets de manière régulière, etc. Et on voit l'impact que ça a, que ce soit pour l'interne de la société, mais aussi pour les prestataires, à garder des compétences à niveau quand on n'a pas une vision industrielle de long terme sur cette activité. Peut-être un élément, puisque vous avez parlé des inquiétudes qui peuvent exister sur les équipes du commercialisateur. Donc rebondir aussi sur ce que disait M. Dos Santos, c'est-à-dire que tous les commercialisateurs du groupe EDF sont situés en France, et ce n'est pas le cas d'un certain nombre de nos concurrents. Mais par contre, entre la situation d'aujourd'hui et la situation de demain, potentielle, le fait que EDF soit aujourd'hui considéré comme un acteur dominant oblige déjà le commercialisateur EDF à commercialiser son kilowattheure en se sourçant sur l'équivalent du prix de gros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avantage actuellement, quand bien même la société est intégrée entre sa dimension de production et sa dimension de commercialisation, il n'y a pas de condition particulière d'achat pour le commercialisateur EDF du prix de l'électricité qu'il est chargé de revendre demain. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question du groupe des Républicains qui est posée par M. Olivier Marleix. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, EDF, c'est au sens propre le patrimoine de la nation. Même si ces valorisations ont pu beaucoup évoluer, des 150 milliards de 2007 à 50 milliards aujourd'hui, c'est toujours une valorisation pour l'APE. C'est la première participation de l'APE à près de 30 milliards d'euros. Et donc, il est évident que pour nous, il est important de comprendre l'élaboration de ce projet. Aujourd'hui, on est un peu dans le flou. Moi, j'avais interrogé le ministre le 17 septembre, qui me disait « Attendez de connaître les propositions de M. Lévy ». Bon, je trouve que les propositions de M. Lévy, elles avaient été présentées aux organisations syndicales, enfin, elles étaient partout sur la place publique, au top management, dès le printemps dernier. Donc, ça, c'est une question qu'on reposera évidemment aux membres du gouvernement. Mais moi, j'aurais besoin que M. le directeur d'EDF nous dise est-ce que l'entreprise a présenté un pré-projet, le projet Hercule, aux autorités de la concurrence, enfin l'autorité de la concurrence à Bruxelles. Est-ce qu'il y a un projet, est-ce qu'il y a des discussions qui ont démarré avec Bruxelles? J'ai pas eu j'ai rien lu de très précis là-dessus. Les organisations syndicales nous disent que oui. J'aimerais entendre la parole d'EDF sur ce sujet-là. Et deuxième question, c'est un sujet on le voit bien, éminemment financier. Jean-Bernard Lévy, dans la commission des affaires économiques du Sénat au mois de novembre, a dit très clairement que la commande du président de la République, c'était d'optimiser la gestion des actifs et des passifs. Donc c'est un projet financier, vous l'avez rappelé, il s'agit de trouver des ressources. Bon, tout ça, évidemment, on veut bien l'entendre. Mais du coup, c'est un projet financier, on aimerait savoir là aussi quels sont les conseils. On ne jongle pas avec des milliards juste comme ça en mettant un mécano sur la table. Quels sont les conseils dont EDF, c'est conseils externes évidemment, dont EDF a pu s'entourer, je pense aux banques conseils, pour élaborer ce projet. Voilà. Merci M. Marleix. M. Carval, vous avez la parole. Alors moi j'ai entendu deux questions. Donc la première, est-ce que ce projet a été présenté par l'entreprise à Bruxelles? En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a un sujet, celui sur l'évolution de l'Arenh, qui est en discussion par le gouvernement vis-à-vis de la Commission européenne. Donc ça, il y a effectivement un projet d'évolution de l'Arenh et de sa substitution par un corridor de prix, etc., qui est en cours de discussion au niveau européen. J'imagine que la Commission européenne est susceptible de demander des contreparties, etc., par rapport à telle ou telle de ces adaptations. Hein, mais ça, c'est une discussion qui est portée par les pouvoirs publics. Et puis, deuxièmement, il y a le projet dont vous avez parlé, qui a été discuté, mais alors c'est depuis le tout début de l'année dernière, hein, depuis quasiment le mois de janvier, c'est-à-dire, je vais presque dire, dès que le président de la République a demandé à Jean-Bernard Lévy de lui faire des propositions sur un projet dont l'échéance à l'époque était de fin 2019.
le président de l'entreprise, Jean-Bernard Lévy, a souhaité informer à mesure des réflexions les représentants du personnel de l'avancement de ces réflexions. Bon. Et donc, il a fait en janvier, en mars, en juin, un certain nombre de présentations de points d'étape de l'avancement des réflexions. Comme la régulation n'a avancé beaucoup moins vite qu'on aurait pu l'imaginer, il n'a pas été possible que le président Jean-Bernard Lévy remette au gouvernement, à la fin de l'année 2019, un dossier avancé. Et donc, on a même envisagé de décaler la remise de ce dossier le temps d'y voir plus clair sur la régulation. Et ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir un papier qui soit à peu près abouti vers l'été 2019. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que 2020, pardon, excusez-moi, à l'été 2020. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce document n'a pas été présenté ni à Bruxelles, ni même au gouvernement français en l'état, parce qu'il n'est pas achevé. Et d'ailleurs, pour donner peut-être un exemple ultime, vu qu'un certain nombre d'inquiétudes des salariés se sont fait jour au mois de septembre ou au mois d'octobre par rapport à ce projet, Jean-Bernard Lévy a rencontré les organisations syndicales et leur a proposé d'engager une concertation, vu que le projet était décalé sur les premiers mois de l'année 2020, pour identifier quelles étaient les inquiétudes clés des représentants du personnel, quels étaient les sujets sur lesquels il y avait des points de débat qu'il fallait instruire ensemble avant de finaliser un document. Et ce document ne sera pas finalisé avant mi-2020, vraisemblablement. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur Carval. Et la deuxième à faire pour les questions comme pour les réponses des plus courts, des interventions un peu plus. Pardon. Alors sur la partie financière, banque d'affaires, honnêtement, je n'en connais pas à titre personnel. Ce que je peux dire, c'est que la partie financière qui est travaillée, elle est travaillée avec les représentants de l'État et avec les représentants de l'APE. Donc on travaille beaucoup avec l'APE. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Frédéric Petit pour le groupe du Mouvement démocrate. Merci, Monsieur le Président. Merci à EDF aussi de nous fournir de l'électricité depuis plus de 50 ans. Et merci au groupe communiste de ce débat. Je tenais à le dire. Je crois que la transparence, moi je suis dans une attitude où la transparence, elle va se chercher, et c'est bien notre rôle d'aller la chercher, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors moi, j'entends pas, je vais donner d'abord quelques avis et après une question assez précise. Je n'entends pas scission, moi, j'entends filialisation. C'est-à-dire que, alors évidemment, on peut toujours discuter la filialisation, on peut mettre des arrière-pensées derrière une filialisation. Moi, ce que je vois et qui m'intéresse beaucoup dans ce domaine, c'est que je crois qu'on vit dans un monde extrêmement complexe où la notion de service public change, évolue. Et que ce que j'ai lu, moi, du rapport Hercule me semble être assez, je vais dire astucieux à mon avis, de dire il y a des domaines qui vont rester de toute façon d'un domaine extrêmement sensible en termes de service public, que nous allons mettre dans le bleu, et un domaine qui est déjà extrêmement beaucoup plus concurrentiel, mais surtout où nous avons peut-être moins de rôle de service public. Et je prends un exemple très simple que vous avez cité, Monsieur Dos Santos. Voilà, me dire que Dalkia fait partie de la vieille histoire d'EDF, non, c'est pas ce que vous avez dit, mais c'est ce qui pourrait être entendu, c'est ce qui pourrait être entendu par ceux qui nous écoutent. Il faut quand même rappeler que Dalkia est une société que je connais très bien d'abord, et qui est une société qui a rejoint EDF du privé. C'est-à-dire c'est une société qui a eu 60 ans d'histoire privée et 10 ans d'histoire EDF, et qui a été l'histoire d'un entrepreneur individuel. Donc, on comprend bien que les métiers de Dalkia, une partie des métiers de Dalkia sont des métiers qui peut-être ne concernent moins la notion de service public essentiel que d'autres dont je vais parler maintenant. Donc voilà, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une volonté de dire mettons nos moyens publics là où l'enjeu est très fortement de service public pour assurer la population, et dans les domaines où le service public est moins clairement essentiel, allons chercher aussi des participations partenaires. Et je vais prendre un exemple qui me semble très intéressant, c'est le réseau. D'après ce que j'ai lu, RTE doit être dans bleu. Et donc ma question est assez simple. Je crois que le réseau n'est pas compris du grand débat national, le métier du réseau, c'est-à-dire le métier sur la puissance et le métier sur le maintien du réseau. Si on met RTE dans bleu
où on met le stockage. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que le métier du réseau doit être aidé du métier du stockage. C'est pour maintenir le réseau en fonction, plus on va avancer, je parle du réseau de transport, hein, plus on va avancer, plus les solutions de stockage industrielles que nous allons découvrir, qui ne sont pas encore là, à part l'hydraulique, plus ces solutions vont être forcément à être gérées par le réseau. Donc, dans le projet qui se développe, c'est ma question un peu technique, on a prévu de mettre RTE dans bleu et Enedis dans vert. Les solutions de stockage industriel hydraulique d'une part, et puis celles qu'on va trouver qui vont venir nous soutenir d'autre part, où sont-elles prévues? Je vous remercie. Beaucoup. Je vous laisse répondre aux interpellations l'un et l'autre de Monsieur Petit de manière concise, s'il vous plaît. Bien, merci. Très rapidement, monsieur le député. J'ai utilisé le mot de délégation de service public concernant Dalkia parce qu'il s'agit d'un statut juridique. Il gère des délégations de service public pour des réseaux de chaleur. J'utilise le terme conscrit. Je n'ai bien sûr pas dit que Dalkia existait depuis 1946 au sein du groupe EDF. Toutefois, je veux vous apporter quand même quelques éléments qui peuvent expliquer... Bon, M. Carval, tout à l'heure, a évoqué la question de la régulation. Nous, on pense qu'il n'y a pas besoin de couper la boîte en deux pour mieux réguler le marché de l'électricité. C'est un problème assez simple. Et pour faire écho à la question précédente, on peut se poser la question sur EDF qui met déjà les contreparties de scission sur la table, alors que même que la négociation avec la Commission européenne n'a pas débuté. C'est un petit peu étrange comme manière de procéder. Mais pour vous répondre très directement, RTE est une participation financière et pas un actif industriel pour EDF, pour la raison simple qu'elle a été logée dans les actifs dédiés pour couvrir les charges futures de démantèlement, et que par ailleurs, les directives européennes donnent une obligation d'indépendance accrue au sein d'RTE, pour laquelle EDF n'a aujourd'hui aucun pouvoir. C'est-à-dire que la maison mère EDF n'a aucun pouvoir de gestion sur la société RTE. Donc c'est une participation financière qui est là pour couvrir le démantèlement futur, et c'est pour cela, bien sûr, qu'elle a été maintenue dans bleu, mais ça ne résulte pas d'une logique industrielle. Enfin, sur la question de la maîtrise publique et du service public, je vous fais observer que dans vert, vous avez le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, vous avez les activités en monopole de production, de distribution et de commercialisation d'EDF en Outre-mer et en Corse, et vous avez l'opérateur en charge de la commercialisation des tarifs réglementés de vente. Vous comprendrez que je n'ai pas forcément la même appréciation de vous de ce qu'est le champ du service public. Monsieur Carval. Alors, sur la partie du stockage, en fait, il n'y a pas encore de vraie solution de stockage industriel, hein, c'est ce que disait M. Rameau tout à l'heure, qui serait de nature à sécuriser vraiment sérieusement la variabilité des énergies renouvelables. Hein, et c'est d'ailleurs un des sujets qui nous oblige à garder un parc en même temps très pilotable sur une volumétrie significative. Donc, il y a bien un peu de stockage qui est corrélé à la notion de service système pour le réseau, hein, que ce soit le réseau de transport ou le réseau de distribution, mais a priori, toute la partie du stockage décentralisé, ça sera plutôt dans le vert au sens de comment on est capable d'accompagner des solutions clients, par exemple, etc., avec du stockage. Hein, voilà. Merci beaucoup. Il nous reste à peu près 10 minutes à l'occasion de ce débat, et j'ai comme intervention celle de Madame Battistel pour le groupe socialiste, de M. Lambert pour le groupe Liberté et Territoire, puis du président Chassaigne, qui sera la dernière question pour le groupe GDR. Mais je vous invite vraiment à faire des réponses concises, s'il vous plaît. Madame Battistel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci au groupe GDR et puis à nos trois intervenants pour nous éclairer sur ce projet Hercule. Cette réorganisation demandée par l'Élysée semble relever essentiellement de la recherche de l'équilibre économique et non d'un vrai projet industriel. Je pense que ce projet remet partiellement ou totalement en cause le caractère intégré du groupe EDF, qui a fait la preuve de son efficacité depuis sa création. Production, distribution et réseau sous une même entité sont le garant d'un vrai service public de l'électricité et le garant de la péréquation tarifaire auquel nous sommes extrêmement attachés, l'électricité étant devenue un bien de première nécessité. Donc tout d'abord, est-ce que dans le cadre de ce projet, vous pouvez nous rassurer que la cohérence du système électrique français ne sera pas détruite? Ensuite, concernant l'Arenh, je pense que nous sommes nombreux à penser que nous sommes arrivés aujourd'hui au bout du modèle de régulation. L'Arenh ne fait plus sens et plafonne injustement les revenus d'EDF.
Donc cette réforme de la régulation est essentielle. Sans elle, je pense qu'une quelconque réorganisation n'est pas envisageable, car elle ne donnerait pas les moyens financiers suffisants à EDF pour tenir son rôle dans les investissements nécessaires à la transition énergétique, d'autant qu'il faut le constater, la mise en place de l'Arenh n'a pas conduit les fournisseurs alternatifs à investir dans des moyens de production. Est-ce que vous avez des assurances que cette réforme sera bien effective avant la mise en œuvre du projet Hercule ? Quid des concessions Enedis auprès des collectivités concédantes, alors que le gouvernement envisage une régionalisation du système de distribution d'électricité fusionné avec les réseaux de gaz ? Et puis, dans ce schéma où on ouvre au secteur privé les activités régulées de EDF, comment assurer une cohérence entre la production centralisée et la production décentralisée, quand on sait que l'assurantiel du décentralisé est assuré par la production centralisée, qui elle-même a besoin du décentralisé ? Peut-être pour faire rapidement, pour finir, concernant les concessions hydroélectriques qui seront intégrées à EDF Bleu, donc dans le pôle public, la ministre et le Premier ministre ont fait part de leur intention de vouloir trouver un chemin avec la Commission pour ne pas mettre en concurrence les concessions hydroélectriques. Dans ce cadre, est-ce qu'il vous semble que ce projet Hercule permettra de fermer définitivement la porte à la mise en concurrence ? Merci beaucoup, Madame Battistel. Qui répond en premier? Monsieur Carval, vous avez la parole. Alors, moi j'ai entendu trois éléments dans votre question, hein, madame. Le premier, c'est que nous-mêmes, nous sommes extrêmement attachés au monopole de distribution, parce que nous aussi, nous pensons qu'il est consubstantiel de la péréquation tarifaire à laquelle nous sommes nous-mêmes extrêmement attachés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez dit que la réforme de l'Arenh était essentielle et que toute réorganisation ne serait pas suffisante ou ne serait pas intéressante si l'Arenh n'était pas transformée. C'est exactement la position que nous avons, c'est-à-dire que ce projet de réorganisation des actifs du groupe n'a pas de pertinence si il n'est pas, entre guillemets, il n'y a pas antérieurement de remise en question en profondeur de l'Arenh pour pouvoir sécuriser les modalités de financement de l'entreprise, parce que la réorganisation des actifs ne suffira pas à dégager les moyens d'investissement qui sont nécessaires à ce qu'on soit au rendez-vous des attentes de la PPE. Et enfin, sur l'hydraulique, nous aussi, nous pensons que la gestion de l'eau est un exercice qui va devenir de plus en plus important et qui au-delà de la simple capacité, ce qui est déjà très importante, d'être capable d'assurer une énergie décarbonée de pointe, etc., c'est aussi, elle recouvre aussi une dimension dans le cadre du changement climatique, etc., extrêmement importante de gestion de l'ensemble des usages de l'eau, etc., que c'est assuré aujourd'hui l'entreprise EDF. Et donc, nous ne sommes pas demandeurs, j'allais dire, d'une mise en concurrence des concessions. Et s'il y a des solutions alternatives, nous sommes tout à fait satisfaits. En le plaçant dans la société bleue, notre espoir, c'est d'en favoriser la faisabilité. Monsieur Dos Santos, rapidement. Oui, très brièvement. 3 points. 1, la scission en soi ne permet pas l'équilibre économique, c'est la régulation qui le permet. Donc la question à se poser, c'est pourquoi on fait cette espèce d'alliance de la carpe et du lapin? Pourquoi on mélange les deux alors que ce sont deux sujets éminemment distincts? Le sujet numéro 2, l'Arenh, qui ne fait plus sens, moi je pense qu'il n'a jamais fait sens. Parce que, alors même à l'époque du rapport Champsor, où il était envisagé de mettre en place ce type de dispositif, les fournisseurs alternatifs d'EDF abandonnaient déjà leur projet de construction de cycle combiné gaz en l'occurrence. C'est-à-dire que dès le départ, c'était vicié. Moi, ma fédération syndicale, on est tranquille, on a fait grève contre ce truc-là. À l'époque, EDF était pour. Nous, on a fait grève. Il faudra nous rembourser maintenant parce que tout le monde se rallie à l'avis de ma fédération syndicale. Mais bon, je trouve que c'est intéressant. Et enfin, Bleu. J'ai entendu la ministre, nous avons entendu notre ministre de tutelle parler éventuellement du statut de quasi-régie. Il va sans dire que le statut de quasi-régie demande quand même une forte étanchéité des activités hydroélectriques et que manifestement, entre bleu et vert, il y aura sûrement une troisième société. Donc le démembrement est en bonne voie. Merci beaucoup, Monsieur Dos Santos. La parole est à Monsieur François-Michel Lambert pour le groupe Liberté et Territoire. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, mes chers collègues, très rapidement, d'abord au nom du groupe Liberté et Territoire, par essence, nous avons
une approche sur la question des territoires et par aussi conviction, nous sommes sur les enjeux de l'urgence écologique. Donc je vais aller direct au but et notamment après l'intervention de M. Rabault y revenir. Il nous semble que ce projet est beaucoup plus orienté vers les exigences de l'Union européenne que les deux dimensions dont je viens de parler. Quid des territoires, il risque d'être totalement broyé et surtout, à aucun moment n'est intégré ou ne nous semble intégré concrètement ces enjeux d'urgence écologique, d'urgence climatique. On est plus sur l'urgence de la rémunération de quelques actionnaires. Alors, permettez-moi, Président, de rappeler que Hercule Héraclès est le fils de Jupiter, de Zeus, et qu'il finit fou et il tue ses propres enfants sans s'en rendre compte. Donc, on aurait pu aussi choisir un autre terme, peur de tuer nos propres enfants. Merci, M. Lambert, pour ce point de mythologie. Peut-être une réponse. Allez-y, monsieur. Un tout petit point. L'ouverture à la concurrence, notamment du secteur électrique, elle était organisée par la Commission européenne, enfin dans la poursuite de l'acte unique de 86, essentiellement au début des années 90. C'est là que le feu a été lancé. Je pense que maintenant, et après les dispositions ont été prolongées, précisées durant toutes les années 90-2000, je pense que maintenant, il est vraiment tout à fait possible pour un gouvernement soucieux de l'intérêt général de dire, écoutez, le contexte a changé. Hein, le défi climatique qui n'avait pas cette intensité, en termes de perception, j'entends bien entendu, à la fin dans les années 80, au début des années 90. Maintenant, c'est devenu en un sens une priorité, comme vous le dites à juste titre. Et donc, à changement de priorité, à changement, bien entendu, de logiciel d'ensemble, d'organisation du secteur. Et donc, je pense qu'effectivement, qu'au nom de l'intérêt général écologique, il y a tout à fait la possibilité de dire, écoutez, là maintenant, on change de registre par rapport à ce qu'on avait pu accepter, à tort ou à raison, il y avait débat déjà à cette époque-là, mais par rapport à ce qui avait été accepté durant les années 90. Je pense que là, c'est effectivement une bonne boussole, parce que là, on a le verrou, en fait. On a le verrou, c'est-à-dire que, effectivement, si on cède aux injonctions des ultralibéraux de Bruxelles sur le thème de la production historique nucléaire, électrique d'EDF doit être offerte à la concurrence à des prix absolument abordables, là, je dirais que tout s'enchaîne après, puis y compris, enfin, quand je dis tout s'enchaîne, il y a le risque, y compris de ne pas réaliser les investissements nécessaires, parce que ça peut être évoqué, mais enfin, avec la scission, quand même, on cède des pépites. Enedis, c'est quand même la grande pépite d'EDF, c'est des pépites qui, quand même, pourraient être utiles pour financer les investissements du dit bleu. Et notamment pour les territoires, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup. Dernière question de cette première partie, celle qui est posée par le président du groupe GDR, président André Chassaigne. C'est dans la continuité de ce qui vient d'être dit, parce que vous avez beaucoup parlé de démantèlement, de dépeçage. Moi, je parlerai pour EDF Bleu de l'étiage et de la possibilité de l'assèchement d'EDF Bleu. C'est-à-dire que ça soit uniquement une rente, la gestion d'une rente destinée à s'éteindre avec la fin de vie des réacteurs, avec la cession d'une partie des barrages à la concurrence, comme le demande la Commission européenne, une sorte de scénario à l'allemande où les grands électriciens ont logé leur activité charbon dans une structure de défaisance. Et la preuve, et je terminerai là-dessus, c'est l'abandon de la recherche fondamentale, notamment dans le secteur nucléaire. On le voit avec l'abandon d'Astrid sur un projet de réacteur 4e génération. On le voit sur des recherches insuffisantes concernant les réacteurs à sel fondu et thorium, sur les petites unités modulaires, comme s'il y avait le choix de supprimer cette filière nucléaire et d'assécher complètement l'EDF Bleu. Merci, Monsieur le Président Chassaigne. Une réponse peut-être de M. Carval. Non, juste un point pour dire que tout à l'heure, je m'étais exprimé un peu dans le même esprit que ce que vient de dire le président Chassaigne sur le fait que nous, on considère qu'effectivement, il faut absolument éviter le risque que la société bleue, ça ne soit qu'une société, entre guillemets, de défaisance potentielle et qui n'ait comme seule finalité que de maigrir progressivement à mesure de la fermeture des réacteurs des anciennes centrales. Et donc, il faut réouvrir des pistes pour que le pays puisse avoir durablement tout un panel de solutions pour avoir de l'énergie pilotable non carbonée. Et vous avez cité non seulement, je pense qu'il faut citer la solution de l'EPR, etc., mais vous avez cité d'autres solutions qui sont de recherche, etc., comme les petits réacteurs, par exemple, modulaires ou Astrid. Et on est assez d'accord pour en dire que c'est une condition vue de nous à la capacité durable de garantir le maintien des compétences, la capacité industrielle du pays
pour lui-même, mais aussi pour sa filière export, etc., d'être à la pointe d'une technologie, il ne faut absolument pas abandonner la recherche et le développement dans ces domaines. Merci beaucoup, monsieur le directeur, et je remercie au nom de l'Assemblée nationale nos 3 invités pour leur participation à nos travaux. La première partie de ce débat est donc terminée. Avant de passer à la seconde partie du débat, je suspends la séance pour 2 minutes. Le débat qui nous réunit aujourd'hui
est profondément liée à la transition écologique et énergétique de la France. Dans les prochains jours, nous allons mettre en consultation publique la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone. Vous le savez, pour l'avoir voté récemment, ces deux documents visent le même objectif, une réduction d'au moins 40% de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030, avec pour horizon la neutralité carbone en 2050. Atteindre cette neutralité carbone a bien sûr des conséquences pour notre politique énergétique. D'une part, baisser significativement nos consommations d'énergie d'ici 2050, et d'autre part, décarboner totalement notre production d'énergie. Et pour y arriver, 3 vecteurs sont possibles. La chaleur issue de l'environnement, celle de la géothermie et des pompes à chaleur, la biomasse, dont le gisement est nécessairement limité, enfin, une électricité décarbonée. Nous ne partons pas de rien, puisque notre mix électrique est déjà largement décarboné, avec la production nucléaire, qui représente aujourd'hui 72% de notre mix, avec les énergies renouvelables, notamment l'hydroélectricité. Mais nous ne pouvons pas en rester là. C'est pourquoi nous avons un double objectif à moyen terme, augmenter la part des énergies renouvelables à 40% en 2030 et ramener la part du nucléaire à 50% en 2035. Cette diversification du mix électrique a des impacts nombreux pour EDF. D'une part, afin de permettre la montée en puissance des moyens de production renouvelables, EDF doit tout d'abord poursuivre l'exploitation du parc électronucléaire à 50 ans, mais surtout ramener la part du nucléaire à 50%, cela veut dire concrètement fermer 14 réacteurs. C'est une transition majeure que nous allons accompagner pour les territoires comme pour les salariés en lien avec l'entreprise. La fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim dès cette année va être l'occasion de le démontrer. D'autre part, EDF doit confirmer sa place au cœur des énergies renouvelables. Je pense à l'hydroélectricité, qui représente 12,5% de notre production. Je pense à l'éolien en mer, où le groupe est déjà présent avec 4 des 7 parcs attribués. Pour le solaire, l'entreprise a un plan ambitieux visant 30 gigawatts de puissance installée d'ici 2035. Mais cette diversification de la production et de la consommation de l'électricité a également des conséquences sur les réseaux. RTE a publié récemment son schéma décennal de développement. Ce sont 33 milliards d'euros qui devront être investis dans les 15 prochaines années pour rénover les réseaux, les adapter, les numériser, en augmentant les interconnexions et enfin raccorder l'éolien en mer. Pour la distribution, ce sont aussi des défis à relever, l'intégration des nouveaux moyens de production, éoliens ou solaires, l'intégration également des nouveaux usages, au premier rang desquels la mobilité électrique. Pour répondre à cette nouvelle réalité, les investissements d'Enedis en 2020 seront en hausse de 5,8% par rapport à 2018. Décarboner notre mix énergétique, diversifier nos sources électriques et les intégrer, répondre aux nouveaux usages, ce sont bien des enjeux majeurs pour EDF et l'avenir du groupe. Et ces enjeux sont autant de priorités pour l'action du gouvernement pour mettre en œuvre la transition énergétique et électrique de notre pays. Cela implique qu'EDF, premier acteur du secteur, puisse disposer de capacités d'investissement accrues pour être au rendez-vous de la transition énergétique dans toutes ses composantes. C'est dans ce contexte que le gouvernement a demandé au président d'EDF de faire des propositions d'évolution de l'organisation du groupe qui devront être remises au premier semestre 2020. Ce projet, je tiens à le souligner, devra maintenir une entreprise publique et intégrée. Il devra également prendre en compte les retours de la concertation menée au sein de l'entreprise avec le corps social. Il devra enfin prendre en compte le nouveau cadre de régulation du nucléaire historique. Car c'est un autre chantier tout aussi important pour la transition énergétique de notre pays. Avec cette nouvelle régulation, notre objectif est double. D'abord, protéger les consommateurs contre des prix élevés de l'électricité. Les consommateurs ont contribué au financement du parc nucléaire historique. Ils ont financé un outil de production décarboné.
il est légitime de les protéger de la volatilité des prix du pétrole, du charbon ou du gaz. Notre second objectif est de sécuriser les investissements nécessaires pour le parc de production en cas de prix bas. Pour atteindre ces deux objectifs, nous avons engagé au niveau européen les échanges sur cette nouvelle régulation du nucléaire historique. J'ai moi-même rencontré la commissaire Vestager courant novembre pour lui présenter ce projet. Mesdames et messieurs les députés, nous avons un objectif partagé, réussir la transition écologique de notre pays, atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle. Ce succès passe par la transition énergétique et, disons-le, par la transition électrique. Pour y arriver, nous avons besoin de l'implication d'EDF. Nous avons besoin que l'entreprise dispose d'une organisation adaptée pour être ensemble au rendez-vous de ces défis du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la Ministre. Nous allons donc maintenant pouvoir passer aux questions. Je vous rappelle, mes chers collègues, et vous en avez maintenant l'habitude dans cette semaine de contrôle, que la durée des questions et des réponses est strictement limitée à 2 minutes et qu'il n'y a pas de droit de réplique. La première question est posée par le groupe GDR. Monsieur Dufresne, peut-être ? Vous avez la parole. Ah, c'est toi. Alors, Monsieur Jumel. Oui, Jean-Paul Dufresne posera une question ensuite. Madame la ministre, nous avons souhaité organiser ce débat parce que nous considérons que l'avenir de EDF ne peut échapper à la représentation nationale. 20 ans de dérégulation, l'urgence climatique, les objectifs que nous sommes fixés en matière de neutralité carbone. Pouvez-vous engager à faire le bilan de 20 ans de politique libérale dans le domaine énergétique? Allez-vous choisir sur le projet de scission, de dépeçage d'EDF, allez-vous choisir la concurrence au détriment de l'avenir, le marché au détriment d'un développement juste? Vous apprêtez à découper EDF, à reprendre en bleu pour un pôle à capitaux publics qui portera la dette nucléaire, et en vert un bloc partiellement privatisé qui aura pour mission de gérer la transition vers les énergies nouvelles. Ce découpage brutal va mettre en place la cession à des intérêts privés des activités rentables et sous la sphère publique, la responsabilité des activités non rentables qui sont en plus, au fur et à mesure de vos déclarations journalières, dans le flou vu l'absence de stratégie du gouvernement. Madame la ministre, à la lumière de ces différents points, nous avons besoin de réponses. Nous souhaitons savoir de quelle manière va être piloté le projet Hercule. Disposez-vous d'un plan, d'un calendrier? Quels sont les objectifs réels pour EDF? Quel avenir pour les salariés? Plus de 150 000 salariés EDF, combien d'emplois indirects sont concernés par ce projet? Rien ne leur a été communiqué, hormis par voie de presse. Considérez-vous qu'il soit normal qu'une entreprise publique qui a participé au développement de notre pays soit ainsi, d'une certaine manière, méprisée et renvoyée à des débats d'antichambre, un peu technocratiques, de négociations entre les bureaux de l'Élysée et ceux de la Commission européenne? Qu'allez-vous faire du service public de l'électricité? Le service rendu aux usagers français déjà attaqués par une fuite en avant libérale ne risque-t-il pas d'être abîmé un peu plus, je pense notamment au droit à l'énergie, à la faveur d'un découpage comme celui que vous envisagez de mettre en œuvre? Voilà quelques-unes des premières questions que nous voulions vous formuler. Merci, Monsieur Jumel. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le député Jumel. Enfin, moi, j'entends des mots tout à fait caricaturaux, alors même que je pense que le gouvernement est dans son rôle en portant une stratégie énergétique. La stratégie énergétique, je la rappelle, elle est que notre production d'énergie participe à un objectif majeur de lutte contre le dérèglement climatique, ce qui passe par un rôle très important de l'électricité demain et évidemment d'une électricité qui doit être totalement décarbonée. Donc c'est ça le cadre que porte le gouvernement. Ça suppose des actions ambitieuses de la part d'EDF, à la fois, comme je l'ai dit, pour porter à 50 ans les centrales nucléaires du parc historique, pour développer des énergies renouvelables, pour adapter les réseaux. Et donc, le cadre posé par le gouvernement, c'est cette politique énergétique, dont je rappelle par ailleurs qu'elle a fait l'objet d'un vote du Parlement dans le cadre de la loi énergie-climat. Par ailleurs, nous avons aussi un objectif clair qui est de protéger, je l'ai dit, les consommateurs français de la volatilité des prix des énergies fossiles et de protéger notre
exploitant de ce parc nucléaire historique EDF d'un risque de prix bas qui pourrait le priver de la capacité d'investir et de maintenir ce parc nucléaire historique. C'est ça le cadre qui est posé. Ensuite, il appartient aux dirigeants de l'entreprise de proposer une organisation qui réponde à ces objectifs et de le faire, évidemment, en concertation avec les organisations syndicales. C'est ça la démarche qui a été engagée par le président directeur général d'EDF. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Pour le groupe de la République En Marche, Madame Barbara Pompili, vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. J'associerai à ma question ma collègue Émilie Cariou de la Commission des Finances et de l'OPEX, qui est elle aussi préoccupée par les questions de finances et de transparence de notre électricien national. Après la restructuration d'Areva, après les nombreux déboires que connaît la filière nucléaire et dans un contexte de fort ralentissement de l'industrie nucléaire dans le monde, l'entreprise EDF planche aujourd'hui sur donc une nouvelle organisation visant à séparer EDF en deux entités, un EDF bleu et un EDF vert. Outre les réseaux et le développement des renouvelables, EDF et son parc nucléaire sont aujourd'hui face à de nombreux défis qui ont été exposés plus tôt. La dette, qui est actuellement de 37 milliards d'euros, à laquelle on peut ajouter des dizaines de milliards d'euros de dettes obligataires. Certains considèrent que c'est négligeable. Ce n'est pas mon cas. Le financement de l'EPR, d'Hinkley Point et de Flamanville, dont les coûts globaux de chacun se sont considérablement alourdis pour arriver à 24 et 12,5 milliards d'euros chacun. Les travaux de grand carénage, qui initialement évalués à 55 milliards d'euros par EDF, ont vu cette évaluation doublée par la Cour des comptes pour être portée à 100 milliards. Les dépenses de démantèlement, dont les retours d'expérience ont montré que les estimations françaises étaient très en deçà, à peu près du double de ce qui se pratique à l'étranger. Rappelons que dans les 20 prochaines années, les 58 réacteurs seront à démanteler. Enfin, dans son rapport de juillet 2019 sur l'aval du cycle nucléaire, la Cour des comptes rappelait également l'urgence de mettre à jour l'estimation financière du projet CIGEO, qui varie de 25 à 70 milliards d'euros selon certains. De la même manière, la Cour rappelle l'urgence de réévaluer la pertinence de certaines stratégies industrielles telles que le recyclage des combustibles. Ainsi, Madame la Ministre, avant toute évolution de l'entreprise EDF, il apparaît inenvisageable de ne pas réaliser une évaluation exhaustive de la situation d'EDF, la situation d'une telle entreprise ayant des répercussions sur nos finances publiques et donc sur nos concitoyens. Ainsi est-il prévu de mettre à jour les évaluations financières des différents enjeux dont l'entreprise EDF doit faire face et à quelle échéance. Par ailleurs, quand on fait le point, et je termine, sur cette situation financière que l'on peut qualifier de catastrophique, il est impératif de se demander en quoi ce projet de scission et cette reprise en main par l'État pourraient représenter une amélioration de la gestion de notre parc nucléaire. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La situation d'EDF fait naturellement l'objet d'un processus d'évaluation et de reporting régulier au cours de l'année, avec notamment un suivi fréquent en conseil d'administration et la réalisation de plans à moyen terme qui sont actualisés tous les ans avec un horizon triennal. L'État est associé à ce suivi dans le cadre de la gouvernance de l'entreprise, à la fois comme actionnaire majoritaire et comme commissaire du gouvernement. Un comité d'audit est par ailleurs chargé du suivi des processus d'élaboration de l'information financière. S'agissant de la situation financière actuelle, moi je pense qu'il faut quand même se garder d'avoir des propos alarmistes sur le sujet. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi pour les 9 premiers mois de l'année 2019 à près de 60 milliards d'euros, en hausse par rapport à la même période en 2018. Le groupe porte effectivement un endettement important qui s'élevait à 37,4 milliards d'euros d'endettement financier net en juin 2019. La maîtrise de l'endettement du groupe est effectivement un enjeu majeur. Et face à cet enjeu majeur, il y a des projets très importants d'investissement. De ce fait, l'évolution des coûts des projets de nouvelles installations nucléaires, donc Flamanville et Hinkley Point, est un enjeu majeur. Le gouvernement a pour cela diligenté une mission qui a été confiée à Jean-Martin Folz, dont nous avons pu débattre hier, qui ont donné lieu à un plan d'action dont nous avons également débattu. Concernant les réseaux, je l'ai évoqué, il y a des schémas très importants d'investissement, ce qui conduit pour la Creux à déterminer le niveau
du tarif d'utilisation du réseau. Et puis, les travaux du grand carénage ont vu leur coût réduit de près de 20%. Enfin, concernant le démantèlement futur, EDF a des provisions dédiées, comme vous le savez. Donc, la situation financière du groupe fait bien l'objet d'un suivi fin et régulier. Et par ailleurs, le gouvernement est attentif à cette situation. C'est ce qui a conduit à une recapitalisation à hauteur de 4 milliards d'euros, dont 3 de la part de l'État, et à 5 milliards d'euros de dividendes qui n'ont pas été perçus en cash, mais en actions. Donc je peux vous assurer que nous sommes très attentifs à la situation financière du groupe et notamment à son endettement. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Pour le groupe des Républicains, la parole est à Monsieur Schellenberger. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous êtes avec vos propos dans la droite ligne de ceux engagés hier avec un tour de spécialité dans le bonneteau pour essayer de faire croire que les réponses que vous proposez sont motivées par des intérêts écologiques, alors qu'en réalité, il y a bien derrière des motivations financières. On l'a vu, l'instabilité de vos choix sur Fessenheim, l'instabilité de vos choix sur RTE et cette logique poussée à l'interconnexion qui n'est absolument pas une logique industrielle, mais bien, encore une fois, une logique financière, acte ou vise à acter le fin d'un modèle intégré d'EDF. Rappelons aussi des épisodes ici qui ont précédé. Je pense notamment à la vente de la branche énergie d'Alstom à l'américain GE, lorsqu'Emmanuel Macron, ministre de l'économie de François Hollande et Manuel Valls, promettait que cette vente créerait 1000 emplois, alors qu'on est aujourd'hui à constater la suppression de 500 postes. Mais EDF n'est pas une entreprise privée comme les autres. Elle est le fruit de l'histoire et de l'ambition publique française. La puissance industrielle exige l'affirmation d'une vision stratégique et souvent la résistance aux tentations de facilité financière. Les relations économiques contemporaines avec nos grands partenaires économiques étrangers, qu'ils soient américains ou asiatiques, témoignent de cette exigence. Avec EDF, la France et l'Europe comptent déjà un acteur majeur de la transition énergétique. Pourquoi remettre en cause son unité ? Madame la Ministre, l'État a-t-il tiré toutes les conséquences de la séquence Alstom avant d'engager la scission d'EDF ? Si oui, quelles leçons en gardez-vous ? Enfin, pourquoi mettre l'EDF bleu qui a le plus besoin d'investissements industriels, c'est-à-dire de capitaux dont le retour sur investissement s'inscrit dans un temps long à la charge absolue de l'État, et confier au privé l'EDF vert qui, lui, a le plus de capitaux financiers, c'est-à-dire avec un retour sur investissement court. Cela revient en réalité à enfermer l'investissement dans le nucléaire et l'hydroélectricité dans les contraintes budgétaires de l'État. Cela menace également de nous éloigner des standards de sûreté aujourd'hui garantis par les exigences imposées par l'État à un partenaire privé, parce qu'on va supprimer un tiers dans la discussion, et cela conduit surtout à soumettre encore davantage l'énergie nucléaire à des motivations électorales, d'où nous payons aujourd'hui le prix fort dans ma circonscription. Merci beaucoup, Monsieur Schellenberger. La parole est à Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je vous laisse la responsabilité de l'interprétation de mes motivations. Moi, je peux vous assurer que mes motivations, c'est la transition écologique et solidaire. Et spécifiquement dans le domaine de l'énergie, la stratégie portée par le gouvernement, c'est celle qui est décrite dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui vise à décarboner notre économie, nos consommations, notre production d'électricité, avec une part du nucléaire amenée à 50% en 2035. On a eu l'occasion d'en débattre hier. Je pense que c'est un choix raisonné d'avoir un mix énergétique plus diversifié, et puis bien sûr la montée en puissance des énergies renouvelables pour continuer à avoir une électricité décarbonée à l'avenir. Donc la logique de l'action du gouvernement, c'est cette programmation pluriannuelle de l'énergie et le rôle évidemment central qu'EDF doit jouer pour la mise en œuvre de cette stratégie. J'ai entendu des propos sur des éventuelles scissions que je ne peux pas accepter. Je le redis, que notre vision, c'est que EDF doit être un groupe intégré, une entreprise intégrée, une entreprise publique. Et c'est dans ce cadre-là que les réflexions doivent être conduites au sein de l'entreprise pour trouver la meilleure organisation, donnant à EDF, acteur majeur de notre politique énergétique, l'ensemble des moyens pour réaliser les investissements massifs, à la fois dans la production d'énergie
et dans les réseaux dont nous avons besoin. Et par ailleurs, nous sommes très attentifs à sa situation financière, je le redis, et c'est notamment l'un des objets de la régulation que nous portons au niveau européen pour à la fois protéger les consommateurs français et sécuriser la trajectoire d'investissement d'EDF dans le parc nucléaire historique. La ministre, pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Madame Battistel. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, en fait, ce projet qui nous semble relever aussi également, comme certains d'entre nous, d'une logique financière et la scission d'entreprise ne nous semble pas être forcément la bonne clé. Alors, plusieurs interrogations, notamment la question de la remise en cause du caractère intégré du groupe qui a fait la preuve de son efficacité depuis sa création, production, distribution, réseau sous une même entité, et le garant du service public et de la péréquation tarifaire. Donc, vous dites y être attaché et que ce caractère intégré sera protégé. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer comment, parce que je suis relativement inquiète sur ce sujet. Concernant l'Arenh, les discussions ont été nombreuses lors du débat sur la loi énergie. Au lieu de relever le plafond comme nous l'avons fait, il fallait se poser la vraie question, qui est la question du prix et du sens. Aujourd'hui, l'Arenh ne fait plus sens et plafonne injustement les revenus d'EDF. La mise en place de l'Arenh n'a pas conduit les fournisseurs alternatifs à investir dans des moyens de production. L'Arenh est totalement obsolète. Comment envisagez-vous cette réforme qui est nécessaire à une quelconque réorganisation d'EDF, puisque sinon EDF n'aurait pas les moyens à mettre en œuvre pour la transition énergétique. Dans le schéma d'EDF vert, où on ouvre au secteur privé les activités régulées d'EDF, comment envisagez-vous la cohérence entre la production centralisée et la production décentralisée ? Quid des concessions Enedis auprès des collectivités concédantes, alors que le gouvernement envisage une régionalisation du système de distribution d'électricité fusionné avec les réseaux de gaz ? Et pour finir, concernant les concessions hydroélectriques qui seront intégrées à EDF Bleu, vous y êtes attaché, vous travaillez avec la Commission européenne sur une quasi-régie. Dans le cadre de cette quasi-régie, quelles concessions seraient reversées ? Toutes, seulement les échues, celles exploitées par EDF, quid alors de celles exploitées par la CNR et la CHEM ? Merci. Merci beaucoup, Madame Battistel. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Enfin, je redis très nettement que la réorganisation d'EDF, si elle doit avoir lieu, c'est pour répondre aux objectifs que j'ai rappelés, ceux qui sont portés par la loi énergie-climat, par la programmation pluriannuelle de l'énergie, afin de donner tous les moyens à l'entreprise de rester au cœur de notre politique énergétique et avec quelques conditions claires, le maintien d'une entreprise intégrée, le maintien d'une entreprise publique, S'agissant de l'Arenh, moi je suis un peu surprise. De la contestation potentielle de la nécessité d'une régulation des prix du nucléaire. Je pense que il faut quand même avoir en tête que si les prix de vente de l'énergie aux fournisseurs d'énergie flambent, ils flamberont pour les consommateurs français. Donc je pense que ça justifie pleinement qu'on se préoccupe d'avoir un mécanisme qui évite que le prix de vente du nucléaire historique ne flambe pas au gré des éventuels événements géopolitiques qui peuvent conduire à des tensions sur les énergies fossiles et donc à une flambée des prix de l'énergie en Europe. Donc je pense que là aussi, le gouvernement est dans son rôle en réfléchissant à une régulation qui doit permettre de protéger les consommateurs français d'une flambée des prix du nucléaire historique. Et dans le même temps, nous réfléchissons à une régulation qui permette de sécuriser les investissements dont l'entreprise aura besoin pour le bon maintien du parc nucléaire historique. Merci beaucoup, Madame la ministre. Pour le groupe Liberté et Territoires, la parole est à Madame Jeanine Dubié.
Oui, merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, je voudrais remercier le groupe GDR qui est à l'origine de ce débat sur le plan Hercule. Ma question concerne spécifiquement le futur EDF Bleu et entité qui sera renationalisée et comprendrait le nucléaire, le réseau des transports et l'hydroélectricité. En tant qu'élue de la montagne, je suis particulièrement attentive à l'avenir de cette dernière filière. D'abord, il est utile de rappeler, parce que c'est trop souvent oublié, que c'est la première source d'énergie renouvelable, mais elle participe aussi activement à l'aménagement des territoires et c'est le cas chez moi dans les Hautes-Pyrénées. En effet, les barrages hydroélectriques ne servent pas qu'à produire de l'électricité, mais ils ont aussi des fonctions essentielles dans la régulation des débits des cours d'eau, sans parler du potentiel de stockage des steppes qui permettent de contrecarrer l'intermittence des énergies éoliennes et solaires. Je regrette que la Commission européenne ne reconnaisse pas les spécificités de l'énergie hydroélectrique, comme en témoignent les mises en demeure adressées à la France s'agissant des concessions hydroélectriques arrivées à échéance. Le 12 juin dernier, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre affirmait « Nous respectons le droit européen, mais nous n'accepterons pas le morcellement de ce patrimoine qui appartient aux Français ». Depuis, les négociations se poursuivent sans que la représentation nationale ne soit informée de leur avancement, contrairement à l'engagement pris par Bruno Poirson, ici même, lors d'un débat organisé en mars 2019, et d'ailleurs à l'origine aussi du groupe GDR. Madame la ministre, qu'en est-il aujourd'hui ? Plus largement, le plan Hercule entend réorganiser tout notre modèle de production et de transport de l'électricité. Quelles seront les implications pour le développement de l'énergie hydroélectrique quand nous savons qu'elle fut largement oubliée dans la dernière PPE? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dubié, pour votre question comme pour votre concision. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais redire que le gouvernement soutient pleinement l'hydroélectricité. C'est une énergie renouvelable, flexible et compétitive. Et elle est importante à la fois pour le système électrique, afin d'atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables, mais aussi pour le développement économique de nos territoires. Vous savez qu'aujourd'hui, le droit français, en conformité avec le droit européen, prévoit que les concessions hydroélectriques échues doivent être renouvelées par mise en concurrence. Plusieurs concessions hydroélectriques sont arrivées à échéance entre fin 2011 et aujourd'hui, sans que des procédures concurrentielles aient été engagées. Mais compte tenu des enjeux sociaux, économiques, écologiques liés à l'hydroélectricité, les gouvernements successifs ont souhaité donner un cadre protecteur pour ces concessions hydroélectriques, et notamment différentes mesures sont prévues par la loi, notamment la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, notamment la possibilité pour les collectivités locales d'être associées à la concession dans le cadre d'une société d'économie mixte hydroélectrique, l'option possible aussi de regrouper des concessions hydrauliquement liées pour faciliter leur exploitation et la possibilité de prolongation contre travaux dans le respect de la directive des concessions. Nous avons par ailleurs souhaité ouvrir une autre option avec la Commission européenne sur le statut de quasi-régie qui nous permettrait d'éviter une mise en concurrence. Je rappelle qu'on est dans une situation un petit peu paradoxale puisque la France est le seul pays dans lequel l'hydroélectricité est exploitée dans le cadre de concessions, ce qui explique les difficultés qu'on peut avoir au terme de ces concessions. Et donc, il n'y a pas de mise en concurrence chez nos voisins où la production hydroélectrique appartient aux opérateurs. Donc, nous discutons aujourd'hui avec la Commission européenne sur la possibilité d'un schéma de ce type. Les discussions ne sont pas abouties, mais ça pourrait aussi être une option, je pense, qui répondrait à l'attente qui s'exprime dans beaucoup de territoires. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe de la France Insoumise, la parole est à Madame Panot. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, 37 milliards, c'est le montant de la dette d'EDF au 30 juin 2019, aggravé par les chantiers faramineux de l'EPR de Flamanville et d'Hinkley Point qui s'élèvent à 12,4 et 24 milliards d'euros. La construction de 6 EPR supplémentaires coûterait 46 milliards d'euros et la prolongation et mise aux normes des centrales vieillissantes s'élèverait, elle, au moins à 100 milliards d'euros, selon la Cour des comptes. Manifestement, il n'y a que lorsqu'il s'agit du nucléaire que vous adorez la dépense publique. Votre gouvernement fomente de longue date ce projet qui vise à scinder en deux EDF pour faire supporter les coûts de la dette du nucléaire à l'État et céder à la concurrence les activités dans les énergies renouvelables. En bref, privatiser les bénéfices en laissant un secteur d'avenir à la voracité des intérêts privés et socialiser les pertes.
Il s'agit bien d'un démantèlement d'EDF, quoi que vous en dites, et c'est d'ailleurs ce terme qu'employait le ministre de l'économie, qui n'est autre qu'Emmanuel Macron, en mars 2016, devant les parlementaires en parlant de cette opération. Quelle fulgurance! La désintégration d'EDF après la privatisation de Gaz de France et l'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie sous la pression de l'Union européenne rendrait encore plus difficile la planification écologique dont nous avons tant besoin. Elle mettrait fin à toute idée de service public de l'électricité qui approvisionne à égalité tous les Français et Françaises. Qui donc vous a soufflé cette idée? On apprend dans des enquêtes que depuis 2015, l'idée trotte dans la tête d'Emmanuel Macron, influencé par des amis banquiers anciens d'EDF et par une note produite par Rothschild & Co. Si c'est Rothschild qui le dit, après tout, peu importe que 40% des salariés d'EDF se soient mis en grève en septembre dernier pour s'opposer au projet. Madame la ministre, cessez de jouer les chirurgiens du dimanche en découpant ici et là des trésors publics sans aucun projet industriel à long terme et à des fins financières. Ne cédez pas aux sirènes néolibérales de Bruxelles pour qui le service public rime avec l'ancien monde, alors qu'il est plus que jamais garant de l'égalité de tous les Français. Alors ma question est simple, Madame la Ministre, que répondez-vous aux salariés d'EDF opposés à cette refonte? Merci beaucoup, Madame Panot. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas l'impression d'être totalement entendu, mais je voudrais redire à nouveau que la réflexion du gouvernement, c'est d'abord une réflexion sur la politique énergétique de notre pays, dans un contexte où il y a une urgence climatique et donc il faut s'assurer que nous aurons durablement une énergie décarbonée et en particulier une électricité décarbonée. C'est donc d'abord une réflexion de politique de politique énergétique. Ça doit ensuite être une réflexion de politique industrielle au sein de notre opérateur historique qui doit faire l'objet d'une discussion avec les organisations syndicales représentatives. Je ne partage à peu près aucun des termes que vous avez employés, mais je voudrais notamment souligner que vous citez des chiffres sur les supposées dépenses dans le nucléaire. Je voudrais rappeler que les crédits publics, les crédits de l'État, aujourd'hui, ils ne concernent pas le nucléaire. C'est 5 milliards d'euros par an en soutien aux énergies renouvelables. Donc si on le multiplie par 10 ans, par exemple, sur la durée de la PPE, ça fait 50 milliards d'euros sur la durée de la PPE. Je pense que c'est important que chacun ait ces chiffres en tête. Ensuite, dans la présentation que vous faites, vous semblez donner l'impression que le nucléaire historique serait une activité déficitaire. Je voudrais vous dire que ça n'est absolument pas le cas. C'est une activité qui dégage aujourd'hui des résultats et qui contribue largement aux résultats d'EDF. Ensuite, est-ce qu'il faut un contrôle public, un contrôle de l'État sur la production d'énergie nucléaire? Vous avez l'air d'en douter. Je peux vous dire que, pour le coup, le gouvernement en est pleinement convaincu. Je pense qu'on est sur des enjeux de souveraineté. On est sur des enjeux qui nécessitent également des visions de long terme. Et donc, je pense qu'il est parfaitement légitime de considérer que l'État doit être en contrôle des activités nucléaires dans notre pays. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Il est 12h55. Il nous reste 4 questions et donc 4 réponses. 3 du groupe GDR. La parole est à Monsieur Dufrègne. Oui, Madame la Ministre, que signifie vraiment le projet Hercule refusé à l'unanimité par les syndicats? C'est ça la vraie question et l'inquiétude partagée. Hercule, c'est la fin d'EDF tel qu'il a été pensé et conçu en 1946. C'est la poursuite du projet libéral du gouvernement. Il faut ouvrir les valves des marchés et désengager l'État. En effet, avec Hercule, c'est 2 branches d'EDF qui seront créées, l'EDF bleu, avec les activités nucléaires et hydrauliques, gérées par l'État, et l'EDF vert, privatisé, coté en bourse, et tourné vers les énergies renouvelables. Le tout répond, somme toute, à une logique financière et libérale. C'est bien ça, Hercule, Madame la Ministre, et est-ce toujours d'actualité? Pourtant, les prix de l'électricité et des énergies n'ont-ils pas augmenté de manière exponentielle? Au 1er janvier 2020, la facture a encore gonflé pour les particuliers de 3,5 à 4%, là où l'année dernière, elle avait augmenté de 7%. Généraliser la concurrence sur le marché électrique est une démarche qui se fait sur le dos des consommateurs, une démarche où les grands gagnants seront les flux de capitaux et non pas l'intérêt général. Nous ne pouvons que saluer les efforts faits en faveur de la cause environnementale. Cependant, les moyens mis en œuvre ne sont pas les bons.
Nous ne pouvons, sous couvert d'une marche accélérée de la transition énergétique, privatiser à tour de bras une entreprise dont l'État est actionnaire à 83,7%. Vous l'avez fait avec la Française des Jeux. Votre politique est la même en direction de la SNCF. Vous souhaitez poursuivre en ce sens avec EDF. Le développement anarchique des énergies renouvelables, notamment l'éolien, est une véritable catastrophe dans les territoires ruraux comme le mien dans l'Allier, et nous appelons au contraire à renforcer l'intervention publique dans ce domaine pour structurer ce développement. Vous voulez au contraire confier au privé ce secteur essentiel et stratégique. Quand allez-vous cesser d'abîmer la France? Très bien. Merci, Monsieur Dufresne. Madame la ministre, vous êtes. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je pense que c'est des procès d'intention avec une Non, c'est une réalité chez nous, c'est pas un procès. De privatiser non seulement EDF, mais aussi la SNCF. Je pense que la loi qui a été votée en 2018 est parfaitement claire sur le sujet. La SNCF est une entreprise publique et elle restera publique, tout comme EDF est une entreprise publique et elle restera publique. Elle restera publique. Et je l'ai redit, non seulement c'est une entreprise publique, mais ça doit aussi rester un groupe intégré. Alors moi, j'entends ce que les critiques sur les hausses des prix de l'électricité. J'ai du mal à comprendre comment on peut tout à la fois critiquer les hausses qui interviennent pour les prix de l'électricité et en même temps contester les démarches qui sont engagées pour maintenir durablement une régulation de ce qui constitue une part importante de notre production d'électricité, à savoir le nucléaire historique. Donc oui, le gouvernement pense qu'il est nécessaire de protéger les consommateurs français des fluctuations des prix des énergies fossiles, alors même que le consommateur français et la puissance publique ont soutenu le développement d'un parc nucléaire historique qui doit aujourd'hui bénéficier à l'ensemble des consommateurs français. C'est donc bien ça la réflexion, enfin ce qui guide les démarches que nous avons engagées avec la Commission européenne pour veiller à la mise en place d'une régulation dans la durée qui permettra également de sécuriser les investissements très importants qui seront nécessaires dans les prochaines années sur le parc nucléaire historique. Par ailleurs, je pense que c'est effectivement important, si on veut viser un mix équilibré et décarboné, de permettre le développement des énergies renouvelables, du solaire et aussi de l'éolien. L'éolien terrestre, j'ai eu l'occasion de le dire hier, je partage le fait que son développement ne se fait pas de façon harmonieuse aujourd'hui sur le territoire national, que les parcs sont beaucoup trop concentrés dans 2 régions, et une en particulier la région des Hauts-de-France. Et c'est bien le sens du groupe de travail que j'ai lancé en décembre dernier pour veiller à une meilleure intégration, une répartition plus équilibrée de l'éolien sur notre territoire. Merci, Madame la ministre. Pour le groupe des Républicains, Merci, Monsieur Olivier Marleix. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, ce n'était pas un débat sur la transition écologique qu'on souhaitait avoir nos collègues du groupe communiste, c'était un débat sur le projet Hercule. Et sur ce projet Hercule, qui est un projet essentiellement financier, il y a un manque de transparence quand même qui est évident aujourd'hui de la part du gouvernement sur la construction de ce projet. Vous n'arrêtez pas de nous dire, vous l'avez dit texto il y a quelques minutes, on attend que les dirigeants d'EDF nous proposent. Monsieur Bruno Le Maire, en question d'actualité, au mois de juin ou septembre, a répondu la même chose. On a attendu le projet Hercule alors qu'il a déjà été présenté au syndicat. Il se trouve que, heureusement, Jean-Bernard Lévy a fait preuve d'un peu de transparence devant la Commission des affaires économiques du Sénat et a rappelé que c'était une commande du président de la République, ce projet Hercule. Le président de la République a demandé à EDF s'il existait des moyens ou non d'optimiser la gestion de ses actifs et passifs. Et M. Christophe Carval, directeur exécutif du groupe EDF, vient de nous dire il y a quelques minutes, nous y travaillons à ce projet avec l'Agence des participations de l'État. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État n'est pas totalement en dehors de la boucle. Ce n'est pas que le projet de l'entreprise. Nous travaillons avec l'Agence des participations de l'État. J'ai envie de dire heureusement, puisqu'il s'agit quand même du patrimoine des Français, 30 milliards de participations gérées par l'APE. Donc ma question, elle est très simple. Pour avoir un tout petit peu de transparence sur ce dossier, qui relève, vous l'avez dit vous-même, Madame la Ministre, de la souveraineté nationale, quels sont les conseils dont l'APE s'est entourée, consultant Banque Conseil, pour élaborer ce dossier qui, une fois encore, consiste à gérer le patrimoine des Français? Si Monsieur Marleix, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas tout à la fois nous dire que Hercule serait un projet financier et refuser le débat sur la politique énergétique du pays
qui sous-tend la réflexion qui doit être menée au sein de l'opérateur historique pour adapter son organisation à l'évolution du mix électrique. Donc si on refuse d'avoir le contexte général dans lequel s'inscrit la réflexion de l'entreprise, alors de fait, on peut arriver à trouver que ce projet n'a pas de sens en termes de politique énergétique et de politique industrielle. Ça me semble très important qu'on puisse partager, au contraire, ce que sont les objectifs de la politique énergétique de notre pays et que la réflexion puisse être conduite en conséquence au sein de l'entreprise. Et je pense que c'est aussi une réponse. Vous savez, moi j'ai eu l'honneur de diriger une entreprise publique. Je pense que c'est bien la responsabilité des dirigeants de faire des propositions au gouvernement sur l'organisation qui est la mieux adaptée pour mettre en œuvre la stratégie du gouvernement. Donc le gouvernement, mais vous savez très bien que le cadre de l'organisation d'EDF est largement défini par la loi. Donc s'il devait y avoir des évolutions importantes, alors forcément le Parlement aurait à en connaître. Mais donc la question qui a été posée au PDG d'EDF, c'est ce que vous avez rappelé, à savoir quelle organisation est la plus adaptée pour mettre en œuvre une transition qui est une évolution importante de notre mix électrique et pour donner à l'entreprise tous les atouts pour être un acteur central de notre politique énergétique. Donc évidemment, ces réflexions, le gouvernement ne se désintéresse pas de ce qui est conduit au sein de l'entreprise. L'APE, tout comme la Direction générale de l'énergie et du climat, sont attentifs aux réflexions qui peuvent être conduites au sein de l'entreprise. Mais je voudrais qu'on ne perde pas de vue la philosophie et la finalité de cette réflexion, c'est de maintenir EDF comme un acteur central de notre politique énergétique dans un contexte où on va avoir une évolution importante de notre mix électrique. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe GDR, la parole est à Monsieur Gabriel Serville. Merci, Président. Madame la Ministre, je confirme, comme vient de le faire mon collègue Dufresne, que la représentation nationale, tout comme vous, craint une flambée des prix de l'électricité qui serait contraire aux intérêts des consommateurs. Et donc, je trouve dommage que systématiquement, vous assimiliez nos interventions à de la caricature. En effet, lors de l'ouverture à la concurrence, on nous promettait une baisse des prix. Or, on observe au contraire depuis 10 ans une hausse continue des prix de l'électricité. Selon les chiffres d'Eurostat, l'électricité qui était 30% moins chère que la moyenne européenne en 2010 ne l'était plus que de 17% en 2016. Depuis 2010, alors que la structure de production n'a quasiment pas évolué, le kilowattheure a progressé de plus de 30%. Et de fait, après une hausse de 7% en 2019, il était prévu que la facture gonfle encore au 1er janvier 2020 d'environ 3,5 à 4%. Si les coûts de production sont restés stables, ainsi que le coût de commercialisation qui représentait 35% de la facture en 2017, il en va tout de même autrement de deux autres composantes, les taxes et les coûts de transport, qui pèsent respectivement près de 35% et 30% sur la facture. La part de ces deux postes de dépenses s'est donc littéralement envolée. Or, avec le projet Hercule, une part accrue des taxes sera affectée à l'ensemble du système de subvention des éoliennes, panneaux solaires et autres travaux d'isolation thermique. Par ailleurs, selon David Kella, économiste à l'Université d'Angers, en qui on peut avoir confiance, un autre facteur inflationniste visible sur la facture énergétique est renforcé par Hercule, est la généralisation de la concurrence sur le marché électrique, alors qu'on sait désormais que le marché de l'électricité est typiquement celui pour lequel la concurrence est la moins efficiente. Ce qui se profile donc avec Hercule, c'est que les concurrents privés de EDF pourront demain capter une plus grande partie du nucléaire à prix régulé, et ce, encore une fois, au détriment des consommateurs. Aussi, nous souhaiterions savoir quelles garanties nous disposons pour que ce projet n'aggrave pas davantage la situation de précarité énergétique qui touche déjà plus de 9 millions de Français, avec les conséquences dommageables sur leur porte-monnaie. Monsieur Serville, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais noter qu'il y a un paradoxe entre la contestation que j'entends du mécanisme de l'Arenh, la contestation que j'entends du déplafonnement des volumes d'Arenh et la préoccupation que vous exprimez sur la maîtrise pour les consommateurs du prix de l'énergie. Donc vous voyez, il y a un moment donné où on ne peut pas tout à la fois souhaiter augmenter le prix du nucléaire historique payé à EDF et imaginer que ceci va conduire à baisser la facture pour les consommateurs.
Les deux ne sont pas cohérents, ne sont pas compatibles. Donc, évidemment, nous nous préoccupons des prix payés par les consommateurs français en termes d'électricité, et c'est pour ça que nous souhaitons rénover le mécanisme de l'Arenh, mais maintenir une régulation des prix du nucléaire historique. Nous souhaitons aussi, et là pour le coup je m'en félicite, avoir une baisse des prix sur les énergies renouvelables, étant entendu que chaque année, nous consacrons 5 milliards d'euros pour, je dirais, financer l'écart entre les coûts de production et les prix qui sont proposés aux consommateurs. Donc je peux vous assurer que nous mettons des moyens pour nous assurer que les prix de l'électricité sont maîtrisés. In fine, c'est le rôle de la Commission de régulation de l'énergie de s'assurer que ces prix collent au plus près au coût de production. Mais vraiment, moi, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne peut pas vouloir des prix très rémunérateurs pour le producteur et des prix bas pour les consommateurs. Il y a un moment, les deux sont inconciliables, sachant par ailleurs que je vous rappelle que pour les consommateurs les plus modestes, nous avons considérablement élargi le champ du chèque énergie qui bénéficie désormais à près de 6 millions de ménages. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La dernière question de ce débat sera posée par le président Chassaigne. Madame la Ministre, la main sur le cœur, avec détermination, vous soutenez qu'il y aura un projet industriel, notamment en ce qui concerne EDF Bleu. Or, un projet industriel, c'est dans la durée. Ce n'est pas sur le court terme d'intérêts financiers qui seraient derrière le bois. Or, pour qu'il y ait un projet industriel dans la durée, il ne faut pas qu'on ait une structure qui soit uniquement la gestion plutôt d'une rente destinée à s'éteindre avec la fin des réacteurs, voire avec la privatisation des barrages. Il faut de la recherche. Il faut notamment de la recherche fondamentale. Or, le gouvernement a pris la décision, c'est un exemple parmi d'autres, d'abandonner le projet Astrid pour un réacteur nucléaire de 4e génération. Sans explication, sans doute pour de simples raisons financières. Or, l'abandon de cette recherche fondamentale avec le projet Astrid va hypothéquer la mise en œuvre d'un véritable projet industriel pour EDF. Et de la même façon, est-ce que vous nous présentez des technologies alternatives ? Est-ce que véritablement la filière nucléaire, puisqu'il n'est pas question de sortir de la filière nucléaire immédiatement, et même au regard des enjeux climatiques, on sait bien que c'est complètement ridicule de dire qu'il faut sortir de la filière nucléaire. C'est complètement ridicule. Or, il faut des technologies qui puissent être alternatives, ne pas seulement rester au simple PR notamment. Qu'en est-il de la recherche pour construire sur une assise un véritable projet industriel ? Merci beaucoup, Monsieur le Président Chassaigne. Madame la Ministre, je vous laisse lui répondre. Merci, Monsieur le Président. S'agissant d'Astrid, moi je voudrais rappeler donc, les réacteurs à neutrons rapides, que ces dernières années, les efforts se sont focalisés sur le déploiement de cette filière de réacteurs à neutrons rapides de génération 4 refroidis au sodium. Et ce qui est apparu aujourd'hui, c'est que cette filière qui est supposée réduire les besoins en uranium ne répond pas à une contrainte immédiate sur l'approvisionnement en uranium, sur lequel il n'y a pas de tension aujourd'hui. Cette filière, elle est supposée également répondre à un objectif de fermeture du cycle, mais elle n'y répond pas réellement. Et si on veut pouvoir appréhender cette fermeture du cycle dans sa globalité, il faut non seulement travailler sur le réacteur, comme c'était le cas sur le projet Astrid, il faut aussi travailler sur la préparation du combustible et sur son recyclage. Donc c'est un vaste programme de recherche dont je peux vous confirmer qu'il n'a pas été arrêté. Non, le gouvernement a décidé de réorienter les efforts sur un programme visant à renforcer et à maintenir les compétences sur les connaissances de la physique des réacteurs à neutrons rapides et sur les procédés de cycle associés. Parce que ça me semble... je ne sais pas s'il n'y a pas de scientifiques au sein du CEA. En tout cas, c'est la position du CEA. Et moi, je fais toute confiance aux dirigeants du CEA pour porter
une vision scientifique. Je rappelle par ailleurs que nous poursuivons le projet ITER, qui est aussi un autre champ de réflexion dans le domaine des énergies nucléaires. Donc nous n'avons pas du tout baissé la garde sur les réflexions sur d'autres générations à venir de réacteurs nucléaires, mais simplement nous avons rééquilibré les réflexions et les efforts en termes de recherche et de développement, y compris en travaillant non seulement sur le réacteur, mais aussi sur l'ensemble des procédés du cycle associé. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Le débat sur le projet Hercule est donc désormais clos. Mes chers collègues, la prochaine séance publique aura lieu le mardi 14 janvier à 15 h, avec la séance de questions au gouvernement, suivie de l'examen de 5 projets de loi autorisant la ratification de conventions internationales et l'examen de la proposition de loi visant à l'homologation de peines d'emprisonnement en Nouvelle-Calédonie. La séance est levée.